Il est assez difficile d'y voir clair en matière de droit d'asile dès lors que l'on est membre de l'Union européenne. Y a-t-il une politique migratoire de l'Union européenne ou y en a-t-il plusieurs? Dans ce cas-là, qui vote, qui décide et puis qui gère les frontières extérieures de l'Union européenne? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voici l'Union européenne. Avec l'entrée de la Croatie le 1er juillet 2013, elle compte désormais 28 États membres, ce qui représente au total 48 000 km de côtes, 9 400 km de frontières terrestres et environ 460 aéroports dont vous voyez ici les principaux, soit autant de points d'entrée possibles dans le territoire européen. Mais y a-t-il un territoire européen? Désormais, la réponse est oui. Voici les contours extérieurs de ce qu'on appelle l'espace Schengen. C'est dans cet espace qu'il y a la libre circulation des personnes, des capitaux, des marchandises, cette liberté étant l'un des principes cardinaux de la construction de l'Union européenne. L'espace Schengen est entré en vigueur en 1995. Il intègre aujourd'hui les États membres de l'Union, sauf le Royaume-Uni et l'Irlande, mais il comprend aussi des États non membres de l'Union, tels que l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein. À terme, Schengen est en principe appelé à être rejoint par les autres pays de l'Union européenne. Avec ce principe de libre circulation, les frontières entre États membres de Schengen ne sont quasiment plus contrôlées. Il y a donc logiquement un report du contrôle vers la frontière externe de l'Union européenne. La gestion des frontières a donc été mutualisée. Et selon ce principe, un visa délivré par un État Schengen est valable pour l'ensemble du territoire Schengen. Vous voyez sur ce planisphère les pays dont les ressortissants sont exemptés de visa Schengen, ceux dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa, notamment tous les pays d'Afrique, ainsi que la Turquie, qui est pourtant candidate à l'Union européenne. En somme, l'Union européenne veut assurer la libre circulation pour les citoyens des États membres, tout en assurant la maîtrise de ses frontières extérieures. Cette politique européenne de visa se fonde sur ce que la Commission européenne à Bruxelles appelle, je cite, le risque migratoire. Alors, c'est quoi ce risque? Regardez les diverses routes migratoires qui se dirigent vers l'Union européenne. Toutes proviennent du sud et de l'est. Donc, comment se fait concrètement le contrôle des flux entrants? Premier outil de gestion, la politique européenne de voisinage qu'on appelle la PEV. À l'origine, la PEV était destinée aux voisins de l'Est et elle a depuis été étendue vers le Sud. En 2013, elle concerne 16 pays. En orange, les pays avec lesquels un plan d'action est signé, c'est-à-dire un programme de réforme politique et économique. En jaune, ceux avec lesquels l'Union coopère sans avoir signé d'accord. Et cela ne concerne pas les pays candidats ou potentiellement candidats que vous voyez ici en violet. L'objectif de la PEV est d'établir et de renforcer la coopération politique, juridique, sécuritaire, économique et culturelle entre l'Union européenne et ses voisins. C'est une sorte de soft power, un outil de stabilisation progressive du voisinage, mais c'est aussi un outil d'anticipation des flux migratoires. Deuxième outil de gestion pour l'Union, l'agence européenne Frontex, dont voici les États participants. Cette agence est opérationnelle depuis 2005, elle est basée à Varsovie, elle est chargée du contrôle des frontières externes de l'Union et elle mobilise des gardes-frontières européens composés de différents corps de police nationaux. Donc la surveillance et le contrôle des frontières, traditionnellement du seul ressort des États souverains, sont donc depuis quelques années intégrés dans le champ des politiques communautaires. Alors comment est-ce que l'agence Frontex fonctionne? L'agence est impliquée dans plusieurs missions de surveillance autour de l'Union. Vous voyez ici les zones des principales opérations. Terrestres, principalement à l'est, maritimes au sud, surtout en Méditerranée, mais aussi aériennes. Et à la demande d'un État de l'Union européenne, l'agence peut coordonner des opérations d'interception de migrants. Par exemple, allons voir les opérations ERA. Elles ont lieu à la demande de l'Espagne, au large des îles Canaries. Il s'agit de contrôler l'immigration irrégulière venant de la Mauritanie, du Sénégal, du Cap-Vert, vers les îles Canaries qui sont espagnoles. Les patrouilles maritimes de Frontex sont effectives sur la frontière maritime espagnole, mais aussi dans les eaux territoriales mauritaniennes,
sénégalaise et à partir du Cap-Vert, comme vous le voyez ici sur cette carte produite par l'agence. Il y a aussi l'opération Poséidon en mer Égée. On sait que la Méditerranée orientale est une voie de plus en plus empruntée par les flux de migration illégale. Sur la carte, vous voyez donc la mer Égée, la frontière maritime qui sépare la Grèce, membre de l'Union, de la Turquie, qui est candidate, ainsi que la mer territoriale grecque, c'est-à-dire la partie de la mer côtière sur laquelle s'étend la souveraineté de la Grèce. Le pays compte 3200 îles et rochers, dont seulement 80 sont habités. C'est donc un endroit idéal pour le transport et le débarquement des clandestins. Or, dès que des migrants arrivent sur une de ces îles, la Grèce doit en principe les accueillir, identifier les demandeurs d'asile et repérer les personnes vulnérables, ce qui est impossible du fait du nombre d'îles. Voilà pourquoi les autorités grecques ont demandé l'aide de Frontex. Entre novembre 2010 et mars 2011, le dispositif d'intervention rapide aux frontières, dit RABIT, pour Rapid Border Intervention Team, a été déployé pour la première fois sur la zone que vous voyez ici. La mission de Frontex est donc d'assister la Grèce, notamment pour identifier les individus qui arrivent, mais pas seulement. Voici où se trouvent les centres de rétention. Ils se trouvent sur le sol de l'Union européenne, mais aussi sur le sol turc, donc hors du sol de l'Union, car la Turquie est liée à Frontex par un accord. Parce que l'agence peut signer des accords avec des pays tiers ou des organisations européennes et internationales, ce qu'elle a fait avec la Turquie, candidate à l'Union, mais aussi avec des pays de l'ex-Yougoslavie, potentiellement candidats à l'Union, avec des pays de l'ancien bloc soviétique, avec les États-Unis, le Canada, le Cap-Vert, le Nigeria, avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et 6 autres accords du même type sont en cours de négociation. Frontex peut donc signer, sans en référer aux États membres de l'Union européenne, des accords de surveillance avec des parties tierces. L'agence a donc une personnalité juridique propre. L'agence a aussi une autonomie budgétaire. Son budget annuel est passé de 19 millions d'euros en 2006 à 118 millions d'euros en 2011, dont 32 pour répondre aux migrants quittant la Tunisie et la Libye. Elle peut aussi acheter ses propres bateaux, hélicoptères, elle a donc une autonomie opérationnelle. En résumé, si on reprend, avec Frontex, avec la politique européenne de voisinage et avec l'espace Schengen, on mesure que le contrôle ne se fait plus au niveau de la frontière des États, établie par le droit international, mais de plus en plus en amont de cette frontière. En somme, frontières nationales et frontières du contrôle ne coïncident plus. On parle alors d'extraterritorialisation ou d'externalisation du contrôle. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch, en 2009, dans le cadre de l'opération Frontex Hermes, à proximité de l'île de Lampedusa, donc dans les eaux italiennes, des gardes-côtes italiens ont intercepté 75 migrants. Et pourtant, les gardes-côtes italiens les ont remis à un navire patrouilleur libyen qui les a ramenés à Tripoli. Et bien là, le principe de non-refoulement a été violé. Alors, qui est responsable en cas d'atteinte aux droits fondamentaux lors d'une opération conjointe coordonnée par Frontex? Selon l'agence de Varsovie, les choses sont claires. Frontex aide à coordonner techniquement, mais n'est pas responsable juridiquement des opérations dont elle a la charge. L'État membre qui en a fait la demande en prend la responsabilité juridique et donc politique. Alors, est-ce que le Parlement européen a un contrôle sur l'agence de surveillance des frontières externes de l'Union? Parce que l'agence n'a aucun lien formel de dépendance avec le Conseil des ministres de l'Union ni avec la Commission. Cette question est d'autant plus utile à clarifier que Frontex est appelé à avoir une place centrale au sein d'un nouveau dispositif qui se nomme Eurosur. Eurosur, cela consiste en la mutualisation des informations des services nationaux de renseignement et de surveillance. C'est un nouveau champ d'activité qui s'ouvre pour Frontex, c'est-à-dire la possibilité de récolter, de détenir et de diffuser des informations à caractère personnel. Ainsi, l'agence pourrait être à même d'anticiper les déplacements de migrants et, le cas échéant, les en empêcher.
Alors on l'a compris, l'agence Frontex est plus qu'un simple opérateur technique à mi-chemin entre le renseignement, les fonctions de police, les fonctions militaires, mais en même temps elle ne fait que mettre en œuvre les décisions prises par les États membres. Ce n'est pas elle qui décide et ce n'est pas la Commission qui décide. Alors l'exercice est très délicat parce que si elle est trop présente sur les frontières extérieures, la voilà l'agent de la forteresse Europe, et si elle n'est pas assez présente, c'est elle qui est responsable des noyades qui se déroulent sans cesse sur les côtes sud de l'Europe. Donc l'ambivalence, pour ne pas dire l'ambiguïté, est franchement totale entre ce que peut décider la Commission et ce que veulent véritablement les États dans leur politique migratoire. Alors on se demande au contraire s'il ne faudrait pas plus d'Europe, du moins dans ce domaine-là, pour répartir l'octroi de l'asile entre pays membres afin de soulager les pays les plus exposés, comme la Grèce, l'Italie, l'Espagne et demain la Croatie, pour couper l'herbe sous le pied des hommes politiques qui ne cessent de flatter les sentiments anti-immigrés de leur électorat. Alors il n'y a pas d'angélisme dans ce propos. Le clandestin pose un problème de sécurité, et plus encore le trafic et les trafiquants. Mais je ne vois pas très bien pourquoi le migrant, la notion de migrant, serait affectée d'une valeur négative, d'autant plus qu'on a besoin de la migration pour nos économies et plus encore pour la démographie européenne. Sur cette question, vous pouvez lire l'Atlas des migrants en Europe chez Armand Collin et puis Géopolitique des frontières européennes de Pierre Berluise aux éditions Argos.